Tout commence au cœur d'une nuit d'été. Nous sommes le 31 juillet 1991 à Clairac, une petite commune du Lot-et-Garonne dans la région bordelaise. Il fait doux, il est à peine 23 h et les rues sont désertes. Caroline Nolibé marche seule, tranquillement, pour rejoindre la maison où elle vit avec son père. Une maison qu'elle n'atteindra jamais. Trois quarts d'heure plus tard, les premiers enquêteurs de la gendarmerie sont sur place. Le corps sans vie de Caroline Nolibé est étendu dans une mare de sang près de la grille d'entrée de la maison de son père. Le travail des enquêteurs lors des constatations est d'isoler la scène du crime en empêchant toute personne de pénétrer. La première des choses à faire, c'est ça, c'est le gel des lieux. Dans un coin, prostré, Claude Nolibé. C'est le père de Caroline. Depuis sa séparation, il vivait seul avec sa fille. Un peu plus loin, la mère de Caroline et son compagnon accoururent aussitôt la nouvelle connue. Les enquêteurs procèdent aux premières constatations. Photographie des lieux, croquis, mise sous scellé, les gendarmes fixent la scène de crime. Le trousseau de clés de Caroline est retrouvé sur la porte d'entrée. Des traces de sang sont clairement observées sur le téléphone et le volet extérieur de la maison. La scène ne semble avoir eu qu'un seul témoin, le père. Les gendarmes de la section de recherche d'Agen décident donc d'emmener Claude Nolibé à la brigade de Clairac pour une première audition comme simple témoin. L'homme de 52 ans est visiblement sous le choc. Et son audition va durer toute la nuit. Alors, racontez-nous ce qui s'est passé. Ce soir-là, j'étais parti, après mon travail, je suis parti faire un tour à la pêche. Ma fille, elle aime bien le poisson. Et je suis parti à la pêche, j'ai pris mes outils de pêche, tout ça. Et je suis revenu à la maison. Il était vers 8h moins le quart, alors je ne me rappelle pas juste de l'heure. Et à l'arrivée à la maison, ma fille n'était pas là. Alors j'ai rangé mes affaires et je me suis mis à souper le soir. Et alors ma fille n'était pas rentrée et j'ai laissé son couvert. Et j'ai regardé l'émission, il y avait Interville ce jour-là. Comme ça ne m'intéressait pas tellement, je suis allé me mettre au lit, me coucher. Je m'étais assoupi et tout à coup je me suis réveillé. J'ai entendu un râlement. Quelque temps avant, j'avais amené mon chien au vétérinaire. Alors j'ai dit à ce chien, il s'est fait encore agresser. Je me suis levé, j'ai ouvert les volets, on n'y voyait rien. Et ça venait vers le portail, le râlement. Alors, je ne pouvais rien voir, vu qu'il faisait très très noir. Alors vite, je suis descendu en bas, je suis à la salle de bain, j'ai mis mon pantalon. J'ai allumé toutes les lumières, la cuisine, le couloir. J'ai allumé la galerie dehors. Et quand j'ai ouvert la porte de dehors, ce que je vois le long du portail, c'était ma fille. Caroline. Je l'ai retournée. Elle était pleine de sang. Caroline. J'ai mis ma tête sur son corps pour essayer de respirer. Alors vite, je suis allé au téléphone pour appeler ici le médecin ou une porte, même la police. Mais je ne pouvais pas faire le numéro de téléphone tellement que je m'énervais.
Vite, j'ai couru, je suis revenu sur ma fille, pour se respirer toujours, et je suis allé vite chez le voisin. Vers 11h30, on sonne à la porte, et puis je me lève, je vais voir, c'est M. Lolivet. J'ai dit vite appeler un docteur, parce qu'il est arrivé quelque chose à ma fille. J'ai couru avec lui là-bas, et puis bon, on s'est aperçu qu'elle était morte. Mais en fait, c'était trop tard. Alors, ils ont appelé le médecin est arrivé. Et quand le médecin est arrivé, il a consulté, il a vu que c'était trop tard pour elle. Les premières constatations du médecin sont formelles. Caroline a été poignardée et elle est probablement décédée d'un coup mortel au niveau du cœur. Ça m'a fait un choc quand même. Des jeunes comme ça qui se font tuer. Bon. L'autopsie du corps est pratiquée à l'hôpital Saint-Esprit à Agen. On apprend qu'il y a une plaie vitale, c'est-à-dire réalisée du vivant du sujet, au niveau thoracique, antérieur, et que cette plaie a concerné le péricarde, qui est le petit sac qui contient le cœur, et le cœur lui-même, et que cette plaie est directement responsable du décès. À l'examen externe, et après avoir lavé le corps de la victime, il n'avait été mis en évidence aucune trace de violence. Pas d'ecchymose sur les bras, pas de plaie de défense, comme c'est souvent le cas lorsqu'on veut repousser l'arme d'un agresseur. L'arme du crime pour l'instant reste introuvable. Des prélèvements sont effectués au niveau des plaies et envoyés en laboratoire pour une micro-analyse. On espère que c'est pas un Opinel. La chance, c'est de tomber sur un assassin dingue qui a acheté un couteau fantaisie style marine américaine, parce que la plaie sera caractéristique et avec un peu de chance, on va retrouver un acier spécial aussi. Il ne s'agit pas d'un couteau fantaisie chromé style commando de marine. C'était un couteau tout à fait ordinaire, genre Opinel, le couteau de tout un chacun. Dès 9h le lendemain matin, les gendarmes procèdent à une nouvelle perquisition du domicile de Claude Nolibé, et ce en sa présence. Ils sont notamment intrigués par les traces importantes de sang trouvées sur ses vêtements. Ils font aussi d'autres découvertes. Prends vos couteaux, ça ? Oui. Au cours de cette perquisition, je me souviens qu'il a été trouvé des couteaux qui ont été saisis. Et ça sous-scellé. Le procureur de la République désigne un juge d'instruction et ouvre une information judiciaire contre X pour assassinat. Les enquêteurs, eux, recherchent toujours l'arme du crime. Si je me souviens bien, je crois même qu'il y a les plongeurs de la gendarmerie qui sont descendus dans le puits qui se situait de la propriété pour rechercher un couteau. Les pompiers sont allés sur le toit pour voir s'ils trouvaient l'arme du crime. Ils ont fait tout le jardin, l'armée d'Agen, ils sont descendus pour chercher l'arme partout, dans les champs, partout. Ils n'ont pas trouvé. Les gendarmes déclenchent aussi la classique enquête de voisinage. Malheureusement, elle sera vite faite. En ce début août, la plupart des voisins sont partis en vacances. Ils retracent également l'emploi du temps de Caroline. Ce soir-là, elle est allée dîner chez sa mère et est repartie vers 22h45 vers le domicile de son père. Le trajet est chronométré, ce qui permet d'établir un minutage relativement précis de l'acte criminel. Au maximum, il n'a duré que 8 minutes. Clairement, Claude Nolibé est suspect, d'autant que l'expertise des traces de sang sur le volet ne plaide pas vraiment en sa faveur.
Il y a eu également dans cette affaire une trace de sang importante. C'était une trace qui était située sur le volet de la porte d'entrée de l'habitation. Je dis bien sur le volet de la porte d'entrée. C'était une trace à peu près de cette dimension-là. L'expert prétendait que cette trace de sang ne pouvait être effectuée que par éventuellement la blessure même de la victime ou des vêtements qui étaient imbibés de sang de la victime. D'accord. L'expert disait que les giclures de sang telles qu'elles étaient disposées sur le portail ne pouvaient avoir été faites que par une personne qui sortait. Pour les enquêteurs, c'est évident, Caroline a été agressée à l'intérieur de la propriété. L'arme du crime n'avait pas été retrouvée, malgré toutes les fouilles entreprises. Et dans la mesure où il n'y a pas d'explication, eh bien, voilà, on resserre sur la personne qui la connaissait peut-être le mieux et qui se trouvait là à ce moment-là. Le téléphone sonne. Il me demande, monsieur Olivier, je dis oui. Vous ne pouvez pas venir nous voir à gendarmerie d'Agen? Je dis si, mais j'ai dit je viens juste me changer, mais rester comme ça. Bon, j'y suis allé. Je vais laisser la voiture au bord du gravier et puis je vais à la gendarmerie. Et il me dit, monsieur Olivier, il faut aller à la gendarmerie de Castelmoron. Dès son arrivée à Castelmoron-sur-Lot, Claude Nolibé est placé en garde à vue. Là, ils m'ont gardé toute la nuit. Toute une nuit d'interrogatoire où les questions se succèdent sans répit. Combien avez-vous bu d'apéritif? Les traces de sang. Comment expliquez-vous que l'on retrouve le trousseau de clés de Caroline sur la porte? Ils n'arrêtaient pas. Ils voulaient me rendre à bout. Quel était le rôle de Caroline dans la maison? Aviez-vous des attirances? Avez-vous eu des relations sexuelles avec votre femme? Et le lendemain, ils m'ont amené à la gendarmerie de Clérac. Les gendarmes sont convaincants auprès du juge d'instruction et obtiennent un prolongement de la garde à vue de 24 heures. Pour faire craquer le père de Caroline, ils tentent le tout pour le tout. Là, ils ont fait un rond. Ils m'ont mis debout, torse nu. Et je reste là une nuit et un jour là. Sans manger, sans boire. Des preuves, Ils me questionnaient. des traces. Je ne pouvais pas m'appuyer à rien le pas parce que en plus j'avais mal au dos. Fatigué, on est tous fatigués. Et je ne pouvais plus parler. J'avais les lèvres qui se collaient tellement que j'avais soif. Alors je demande un verre d'eau. Alors ils me portent un verre d'eau, ils me le mettent au bout de la table. Quand je vais prendre mon verre d'eau, Qu'est-ce que tu fais là? Tu veux boire? Bah t'as vous. ils m'ont dit tu prends dans le verre d'eau quand tu auras avoué, pas Allez, avant. j'attends. Et alors ils ont continué à m'interroger. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Et eux, s'ils se disaient, bon, allez vous coucher, que celui-là, il va nous crever à tous en parlant comme ça. Hein. Allez vous reposer, demain matin à telle heure, vous revenez pour nous remplacer. J'étais tellement fatigué, On l'a retrouvé. j'avais la fatigue sur moi, je tenais plus debout. Hein. Alors maintenant tu vas avouer. Sous la pression, après des heures et des heures de garde à vue, il y a des gens qui peuvent passer aux aveux, ne serait-ce que pour se libérer de cette fameuse garde à vue. Alors après, le commandant Sasso, il m'a appelé dans une pièce à part. Bon, il dit Claude, tu signes là, le papier, comme quoi tu n'as pas fait exprès, tu feras 1 an et demi de prison. Et alors il m'a dit, bon, il faut avouer, autrement on va être obligé de t'amener au tribunal. Et ce qui s'est passé, ils m'ont amené au tribunal. Normand avait les menottes, et quand ils m'ont mis les menottes, que je suis rentré dans la voiture, ça fait mal là. Arrivé au tribunal de Marmande, et là ils me sortent à la voiture, et là ils me tenaient en laisse comme un chien bien sûr. Ils me tenaient en laisse, et là il y avait toutes les caméras qui m'attendaient, les journalistes, tout ça. Et quand même ils l'ont dit quand même sur les journaux, que j'avais gardé la tête haute. Au tribunal de grande instance de Marmande, Claude Nolibé répète inlassablement qu'il est innocent, qu'il n'a pas tué sa fille. Mais le juge d'instruction est convaincu par l'enquête des gendarmes. Et madame le juge, elle me dit, si nous vous avez un avocat, j'ai dit pourquoi faire? Elle m'a dit, je suis obligé de vous inculper. J'y croyais pas. Le père de Caroline est immédiatement placé sous mandat de dépôt et incarcéré à la maison d'arrêt d'Agen.
est arrivé, c'est qu'à un moment donné, ils l'ont mis en examen pour assassinat de sa fille. Et ça, je crois que ça a été pour lui quand même le choc de sa vie. Après, le deuxième choc de sa vie, après celui qui a été de découvrir sa fille morte. Arrivé là-bas, ils ont préparé mes affaires, une couverture, une paire de draps. Comme un chien, moi j'étais là-dedans, dans le noir. Et puis le lendemain matin, ils sont venus me chercher pour me faire descendre en bas avec les autres. Il y avait 6 lits, mais le 7e c'était moi. Ils m'ont fait dormir par terre pendant 15 jours sur un matelas comme ça épais. À Clairac, l'annonce de l'inculpation de Claude Nolibé plonge la commune dans la stupéfaction. C'était pas possible. Parce qu'il adorait sa fille et il adorait ses enfants et c'était pas possible. C'était pas possible. Pour moi, c'était impensable que Nolibé ait pu assassiner sa fille. Moi, je l'ai toujours défendu à Nolibé, je lui ai toujours dit, ce n'est pas lui, parce qu'il faut une raison pour assassiner sa fille. Et on ne tue pas son gosse comme ça sur un coup de... Enfin, et ce n'était pas quelqu'un de tellement impulsif, Claude. Moi, je ne le sentais pas capable de faire ça. Claude Nolibé attend plusieurs jours, puis se décide enfin à solliciter un avocat. Je reçois une lettre dans mon courrier de Claude Nolibé, je pense que c'est le 19 août 1991. Il me demande de venir le voir à la maison d'arrêt. Il a déjà été mis en examen le 14 août et incarcéré. Et le temps que je me procure le permis de communiquer, je vais le voir le 21 août. Et dès le premier entretien, je suis étonné de voir un homme extrêmement calme, pour ne pas dire soumis, attendant que la vérité, selon lui, éclate, le mettant hors de cause. Oui. Je suis étonné parce que l'accusation la plus grave pèse sur lui, celui d'avoir assassiné son propre enfant, sa propre fille, âgée de 18 ans, et je le trouve... face à cette accusation dans un état qui est le contraire de celui de la révolte. Lorsque les enquêteurs l'ont même placé en garde à vue à un moment donné, qui ne se présentait pas, il n'avait pas la réaction d'un père qui vient de perdre sa fille et que l'on accuse, c'était pas du tout ça. Non, je ne pouvais pas réagir à ce qui a pu m'arriver. Je ne savais pas pourquoi m'inculper comme ça. Il fallait une preuve quand même. C'est un homme comme on en trouve ici, dans la campagne, avec ses difficultés, un peu renfermé, il va à la pêche. C'est un homme simple, il se retrouve avec ses copains, il paraît qu'il boit un coup de temps en temps, mais bon, on commençait à enfermer tous les gens qui boivent des coups, il n'y aurait plus personne dans le département, c'est vrai. En fait, Claude Nolibé est un homme sans histoire. Discret, travailleur, il est cariste dans une entreprise locale. Ah, il a fait pratiquement toute sa carrière chez moi, Nolibé. C'était un excellent élément. Il ne parlait que de travail, de travail, de travail, de travail. Il est séparé depuis 2 ans de Christiane Bonne, avec qui il a eu 3 enfants, dont Caroline. On s'est séparés le 89. Oui, 89. Et le divorce a été le 18 juillet 91. Et le drame est arrivé le 31 juillet 91. Et depuis la séparation, Caroline la cadette avait fait son choix. Elle se rendait souvent chez sa mère, mais elle vivait avec son père. Apparemment, ça se passait bien. Ils vivaient très bien, tous les deux. Bon, mais les disputes, père-fille, comme on en a tous dans les familles, mais très bien. Alors, le père aurait-il pu tuer la fille? Ce qui intrigue fortement les gendarmes, ce sont les clés de Caroline, retrouvées dans la serrure de la porte d'entrée. Logiquement, leur présence à cet endroit indique que Caroline a ouvert cette porte, ce qui ne colle pas avec le témoignage de son père. Les indices qui peuvent parler,
on parle de clés, on entend parler d'un problème de clés. Il y avait une contradiction entre le père et la mère de Caroline à propos du trousseau de clés. Il fallait tenter de résoudre cette contradiction. Et également avec la petite Valérie Tillot, qui était une amie de Caroline. Caroline aurait-elle oublié ses clés chez elle en partant chez sa mère? Le témoignage d'une de ses amies, passée ce soir-là vers 21h30, affirme le contraire. Elle est là, Caroline? Ah non, elle est restée avec Albert, non? Ok, bah je vais les rejoindre. Salut Claude. Valérie prétendait avoir vu depuis sa voiture les clés sur la porte, sans le porte-clés de Caroline, donc les clés éventuellement celles de Claude Nolibé. Ceci était en contradiction avec les déclarations de Claude Nolibé, de même que les déclarations de Madame Bonne, la mère de Caroline, qui prétendait aussi que Caroline avait ses clés avec le porte-clés en forme de cœur quand elle est venue chez elle, qu'elle-même elle l'avait dans ses mains et qu'une plaisanterie lui a été faite par Monsieur Dubois en lui disant « Tiens, tu as un porte-clés en forme de cœur, c'est sans doute ton amoureux qui te l'a offert, quelque chose comme ça. » Quelqu'un se trompe, on ne sait pas qui, mais ça ne veut pas dire que cela accuse Claude Nolibé. C'est une anecdote, si vous voulez, mais c'est à partir de cette anecdote que se monte un édifice curieux fondé sur d'infimes présomptions. En fait, je suis arrivée plutôt vers 20h30 chez Caroline et j'ai eu le temps de voir sur le portail des clés. C'est pas ces clés-là? Non. Ça, c'est les clés de Caroline. C'est pas ces clés que j'ai vues. Vous êtes sûr de vous? Oui. C'est bien ces clés-là. J'en suis persuadée, c'est celui-là. Elle l'avait, je peux vous dire avec certitude qu'elle l'avait ce jour-là. C'est la seule chose qui est contradictoire chez Claude Nolibé. Et lui-même l'admet, il dit « mais j'ai peut-être très bien pu me tromper ». Bon, on s'oriente vers cette accusation avec de très petits éléments qui tiennent principalement au trousseau de clés. Alors Claude Nolibé a tué, donc ça doit être vrai. Si les gendarmes le disent, si le juge l'a mis en examen, c'est qu'il y a des éléments qui vont dans ce sens. Ah bien, vous savez, un père qui assassine sa fille, ce n'est pas tellement glorieux quand même. Hein. Je ne sais pas si c'est bien mieux où vous habitez, mais ici, ça ne l'est pas. Il faut dire qu'il y a beaucoup qui m'ont sali. J'ai des amis et des copains qui sortaient avec lui. Et bien, quand ils ont su cette histoire-là, ils m'ont tourné le dos. Les éminents confrères disaient que quand l'opinion publique ou quand la rumeur publique rentre dans le prétoire, c'est la justice qui en sort. Les gens parlent. Caroline était une jolie jeune fille de 18 ans, très jolie jeune fille. Et comme toutes les jeunes filles de son âge, elle aimait s'amuser. Elle avait des copains et des copines. C'est là-dessus que vient la relation fusionnelle peut-être entre le père et la fille. Le père Nolibé aurait peut-être pu vouloir supprimer un amant gênant. Nous, on n'écrit pas, mais disons que ça se dit. Toutes ces choses ont créé un climat assez détestable, évidemment. Du fond de sa cellule, Claude Nolibé n'a pas d'explication sur cette histoire de clés. Lui-même n'y comprend rien. Et c'est un homme presque anéanti qui participe, malgré lui, à la reconstitution des faits organisée par le juge d'instruction un mois plus tard, le 16 septembre. Je vois Claude Nolibé arriver dans la voiture des gendarmes. Et là, j'ai l'impression qu'on veut le forcer à avouer. Claude Nolibé, en raison même de son esprit de soumission, a été un petit peu le jouet. Il était ligoté par les menottes dans son dos. Je sais bien que tout ça est réglementaire, mais je me suis aperçu au moment où il est arrivé que ses menottes étaient extrêmement serrées, que ses poignets étaient entaillés et marqués par ses menottes. À ça j'étais. Il avait serré les menottes à fond pour essayer de me faire craquer. Mais j'ai pas craqué. Il m'a mis une gendarmette. Comme ma fille, pareil, ressemblée. Allez-y.
Oui, ils avaient mis de la tomate tout autour pour faire voir que c'était le sang. Les traces de sang sur la poitrine de Claude Nolibé sont-ils en adéquation avec le geste qu'il prétend avoir fait? Voilà le but de cette reconstitution, qui avait quelque chose d'assez horrible d'ailleurs pour Claude Nolibé. Pouvez-vous retourner, s'il vous plaît? Merci. S'il vous plaît, monsieur Nolibé, pouvez-vous nous montrer comment vous vous y êtes pris pour retourner le corps de votre fille? Et là, j'ai pas pu le faire à l'épreuve. Là, j'ai traité de bandit, d'assassin, madame le juge, et tout le monde qui s'est trouvé autour. J'ai traité d'assassin, de bandit, de tout. Là, je n'en pouvais plus. Vous êtes des criminels! Vous le savez, non? Vous le savez que j'ai pas tué ma fille! Claude Nolibé s'est révolté pour la première fois d'ailleurs, au cours de cette reconstitution, dans un silence total des magistrats, des enquêteurs et de tout le monde. Je crois que le juge d'instruction a compris qu'il ne fallait pas aller plus loin, qu'on était dans l'erreur, que cet homme n'était pas celui qui avait tué sa fille. Le lendemain, la presse s'interroge également. Aurait-on inculpé sans preuve Claude Nolibé? Et puis il faut savoir se remettre en question en face de quelqu'un qui clame son innocence, qui est quelqu'un qui n'a pas de passé judiciaire, qui n'a aucune raison de s'obstiner à mentir, qui d'ailleurs ne se contredisait pas du tout, avait une attitude tout à fait claire. Les enquêteurs eux-mêmes commencent à douter, notamment sur la fiabilité de l'expertise sur les traces de sang. À la section de recherche, j'ai effectivement essayé de simuler une trace de main en mettant, si je ne me trompe pas, c'était de la grenadine sur la main avec peut-être un peu d'eau pour diluer légèrement. Et j'ai mis la main sur une porte de la section de recherche, comme si c'était le père qui entrait. Et grosse surprise, quand j'ai regardé ce que donnait cette trace, c'était non pas la photocopie, n'exagérons pas, mais c'était relativement similaire à la trace qu'on pouvait constater sur la planche photographique des constatations. Les enquêteurs ont remarqué des traces de pas dans le bord du chemin, avant la maison. C'est dans les premières constatations. Mais on n'y accordera aucune importance. C'est dommage, parce que ces traces qui ont été remarquées dès le premier jour auraient dû laisser supposer qu'un autre personnage était intervenu. On sait que Claude Nolibé, lui, il était dans sa maison, il n'est donc pas sorti du tout de sa maison. Maître Gonel dépose une première demande de remise en liberté. Elle est rejetée pour vice de forme. Aussitôt, il récidive et dépose une nouvelle demande qui est finalement acceptée le 27 septembre. La libération de Claude Nolibé, ça apporte quand même du grain à moudre à la défense. Ça prouve qu'il n'y a pas grand-chose dans le dossier. Sauf pour une personne, Claude Gourgue, le procureur de Marmande de l'époque, qui lui n'a pas hésité à faire appel de cette libération. Aussitôt, le procureur a fait appel, comme pour continuer à maintenir sa thèse. Mais sans preuve formelle, le procureur de la République est débouté. Et Claude Nolibé est libéré. Peut-être pour la première fois dans ma carrière, j'ai dû m'opposer très très vigoureusement à un procureur. Quand je dis très vigoureusement, c'est un mot faible. Et je crois que ce procureur a pataugé dans l'erreur. Il faut être prudent par rapport à un rapport d'expertise. Regardez cet expert, que je respecte, n'est-ce pas? Mais cet expert qui dit dans ses conclusions que la tache de sang sur le volet ne pouvait pas être faite par une main, que les taches de sang sur le portail sont des taches de sang d'une personne qui sort. Eh bien, regardez le résultat. Un innocent a été incarcéré, et ça, c'est inadmissible. Il s'est obstiné à partir de mauvaises indications que lui donnaient les techniciens, et il n'a pas voulu en démordre. Au point même d'ailleurs que quand il a quitté ses fonctions au tribunal de Marmande, il a exprimé devant la presse ses regrets par rapport à cette affaire, non pas les regrets de s'être trompé, mais les regrets de ne pas avoir réussi à confondre Claude Nolibé. Comme quoi, l'erreur est humaine, mais persévérer dans l'erreur peut être quelque chose de parfaitement diabolique.
Sa liberté retrouvée, Claude Nolibé essaie tant bien que mal de reprendre une vie normale. J'ai repris mon travail, quelques temps après. Et puis là, je ne pouvais pas dormir, la fatigue, le travail. Et après, j'avais tous les muscles qui l'ont lâché. Alors, c'est déclaré une hernie discale qu'il a fallu m'opérer après et tout. Et là, il a fallu que j'arrête de travailler et tout. Sa carrière professionnelle s'est rapidement arrêtée. Il a été placé en invalidité. Il a erré de domicile en domicile. Il a quitté Clairac comme s'il était banni de cette commune qui était la sienne. La présence des clés sur la porte ne sera jamais élucidée et reste aujourd'hui un véritable mystère. Pendant tout ce temps, Claude Nolibé n'a pensé qu'à cette affaire du matin jusqu'au soir. Il a souffert quotidiennement de cette affaire. Les années passent et l'assassin de Caroline Nolibé reste insaisissable. Dans la mesure où l'assassin courait toujours, ça pouvait toujours être lui. Et il sentait peser ses regards. Il a fallu attendre très longtemps pour que le non-lieu soit enfin prononcé, puisque ce n'est qu'en 1997, c'est-à-dire 6 ans après, que le non-lieu a été enfin prononcé. 6 ans avec l'accusation d'avoir tué sa fille portée sur lui, cela fait de ce crime une deuxième victime. Le coup de couteau a fait 2 victimes. Je crois que Claude Nolibé ne s'est jamais vraiment relevé de cette accusation qu'il a portée pendant 6 ans. Je crois que c'est un homme brisé. Depuis longtemps, le père de Caroline a perdu tout espoir de voir un jour la vérité émerger. Et pourtant, le 14 mai 2001, 10 ans après l'assassinat de Caroline, Isabelle Tartas est femme de ménage à l'Institut médico-éducatif de Castille, un établissement qui accueille des handicapés légers. J'ai l'habitude quand je passe au aspirateur, de tirer les meubles, comme chez moi, je fais un peu partout. Et puis là, ce jour-là, je me suis trouvée dans une chambre. Et j'ai tiré le lit, et puis tout d'un coup, au bout de mon aspirateur, je me suis retrouvée avec un bout de papier qui coinçait. Alors ce jour-là, je me suis retrouvée, moi, en train de regarder tranquille, et sur le papier, j'ai eu un choc quand j'ai lu « J'ai tué la fille Nolibé le 31 juillet ». Il y aurait eu que quelques mots d'accord, mais là, à détailler, que même moi, j'aurais jamais cru exactement la date précise. Non, c'était trop bien détaillé pour en rester là. Et puis bon, ma conscience m'a dit, monte en haut. Alors je suis montée en cuisine et je me suis retrouvée avec les cuisinières. J'aurais dit, j'ai trouvé ce papier. Et alors elles me disent, mais tu l'as trouvé où? J'ai dit, je vous dis pas la chambre où je l'ai retrouvé. J'ai dit, j'ai trouvé ça. Qu'est-ce que je fais? Et puis sur le coup, elles me disent, mais tu l'as trouvé dans cette chambre. Alors j'ai regardé, j'ai dit, comment vous savez que j'ai trouvé dans cette chambre alors que je vous ai rien dit? Je suis passée derrière le lit une fois que je l'avais tiré. Le pensionnaire de la chambre s'appelle Philippe Guindouze. Et dès les premières vérifications, les gendarmes s'aperçoivent qu'il est connu des services de police pour l'agression en 1985 d'une jeune femme à coups de couteau. Guindouze? Oui, Philippe Guindouze. Commandant, venez voir. Encore mieux, les enquêteurs découvrent qu'à l'époque du meurtre de Caroline en 1991, Philippe Guindouze est logé dans une annexe de l'Institut médico-éducatif de Castille, situé à Clairac, à quelques centaines de mètres de la maison des Nolibé. L'enquête de voisinage, c'est le b.a.-ba dans une enquête criminelle. Et ce jour-là, l'enquête de voisinage ne peut pas se faire complètement parce qu'un certain nombre de voisins, nous sommes le 31 juillet et le lendemain, le 1er août, un certain nombre de voisins sont partis en vacances. Quand les enquêteurs font l'enquête de voisinage, le CAT de Castille est fermé. Cette enquête, en fait, a lieu 4 ans plus tard, en 1995. Mais à l'époque, le nom de Philippe Guindouze n'apparaît pas. Quand l'un des gendarmes va trouver le directeur, M. Labatte, du CAT Castille, pour lui dire quels étaient les enfants qui étaient là le soir du 31 juillet. Et ce directeur, qui connaît le passé
de Philippe Guindouze, et notamment l'incident qui a eu lieu à Sainte-Livrade, donne une liste de 5 personnes dans laquelle il ne met pas le nom de Philippe Guindouze. Obligatoirement, je peux vous garantir que s'il y avait eu ce nom-là sur la liste, le soir même, ce gars-là était en garde à vue. Ça, c'était très clair. Et le dossier était résolu. C'est extrêmement frustrant, je dois le reconnaître. C'est vrai qu'on peut se tromper dans l'établissement d'une liste. Là, l'erreur, elle a failli être fatale à Claude Nolibé. Le témoignage de la femme de ménage est déterminant. Le dossier est réouvert et le 30 mai 2001, à 6h du matin, les gendarmes interpellent Philippe Guindouze, 37 ans, dans sa chambre individuelle à l'Institut médico-éducatif. Gendarmerie nationale, Philippe Guindouze, vous voulez vous asseoir, s'il vous plaît. Tout le monde connaissait de vue. Hein. C'est parce qu'on a un centre handicapé donc à Clérac. Donc tout le monde connaît les gens qui sont au centre, puisqu'on les côtoie tous les jours. Moi, j'ai rien fait, moi. Rien de grave. J'ai rien fait. J'ai rien fait, moi. Une fois l'homme arrêté, les gendarmes procèdent à une première perquisition. Ils découvrent notamment un gant coupé au poignet et un couteau type Opinel de marque Le Savoyard avec le prénom Philippe gravé sur le manche. Plus tard, Philippe Guindouze avouera avoir utilisé ce couteau pour tuer Caroline Nolibé. Les enquêteurs découvrent également un sweatshirt marron. Là aussi, l'homme va reconnaître qu'il le portait la nuit des faits et qu'il avait été taché par le sang de Caroline au niveau du coude. Les enquêteurs saisissent également des écrits dénués de toute ambiguïté. « Je risquerais de recommencer la connerie. Je vais faire un malheur. » Ils tombent également sur une enveloppe intitulée « La liste que je dois tuer ». Y figurent les noms de 3 jeunes femmes de l'encadrement de l'IME. Philippe Guindouze est aussitôt placé en garde à vue et dès le premier interrogatoire, il passe aux aveux complets. Je l'ai appris par Maître Gonel qui m'a appelé. Il m'a dit, monsieur Nolibé, on a retrouvé l'assassin. Et c'est là qu'il a tout avoué. Il a dit, lui, je ne pensais pas que c'était la fille de monsieur Nolibé. Et en plus, il était sur mes ordres à moi, il travaillait à mon chantier. Que je ne me rappelais plus de lui. Il explique qu'elle avait un parapluie, qu'elle était habillée comme ci, comme ça, et il donne tous les détails d'une manière très docile dans ses premières dépositions. Philippe Guindouze fait un récit méticuleux de l'enchaînement des faits le soir du drame. Il voyait passer cette fille souvent. Qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête ce soir-là? Il l'a suivie. Il révélera, lui, plus tard, qu'elle lui aurait dit « Mais enfin, qu'est-ce que je t'ai fait ?» Il ne pouvait pas avoir de relation, c'est peut-être sa relation. Ça porter un coup, il a été mortel. Le problème, c'est que le coup a été mortel. Il a commis cet acte de manière solitaire et il a commis cet acte en fonction des pulsions qu'il avait par rapport à cet objet sentimental ou sexuel qu'il désirait. Un geste gratuit, un geste fatal, qui aurait pu être une blessure s'il avait été porté au bras et qui a été porté en plein cœur et qui par conséquent a causé la mort très rapidement. De retour à l'Institut, l'homme rejoint sa chambre et lave son couteau. Son pull marron est taché de sang au niveau du coude droit. Il le dépose dans le bac à linge sale communautaire. Le pull sera nettoyé sans que personne ne s'en inquiète. Philippe Guindouze m'a raconté peu de choses sur sa vie personnelle, sinon qu'il avait toujours souffert de difficultés par rapport aux femmes, qu'il était timide, mais ses propos témoignaient dans l'ensemble d'une certaine frustration et d'une difficulté peut-être à s'affirmer par rapport à une relation sentimentale et sexuelle satisfaisante.
tu l'as tué là. À la fin du premier interrogatoire, les enquêteurs demandent à Philippe Guindouze de localiser sur un plan l'endroit précis où il a poignardé Caroline Nolibé. C'est là. Son corps a été retrouvé à plus de 70 mètres de là. Personne n'avait imaginé que la jeune femme mortellement blessée avait trouvé la force de parcourir une telle distance avant de s'effondrer dans le jardin de son père. La représentation qu'on se fait de la mort est une mort immédiate par un arrêt cardiaque. En réalité, la mort se décompose dans le temps. Le sac qui entoure le cœur et le cœur ont des perforations qui ne restent pas face à face. Donc en fait, ça colmate un petit peu la plaie. Il était tout à fait plausible que la personne se soit déplacée. Le lendemain de son arrestation, Philippe Guindouze avoue une nouvelle fois devant le juge d'instruction à Marmande. L'homme est mis en examen pour assassinat et placé en détention provisoire. Et en fait, 3 semaines plus tard, le 26 juin 2001, le juge organise une reconstitution du meurtre de Caroline, survenu 10 années auparavant. Lorsque je demande à Philippe Guindouze de quoi il est accusé et la raison pour laquelle il est placé en détention, il me dit c'est pour le meurtre d'une fille, mais je ne sais pas si je l'ai fait. Au fil des semaines, la position de Philippe Guindouze évolue. Et en septembre, lors de sa deuxième comparution devant le juge d'instruction, il revient carrément sur ses aveux. Et c'est à ce moment-là que je le rencontre, c'est à ce moment-là qu'effectivement sa compréhension des faits a évolué et que sa position se détermine en disant « Je ne suis pas l'assassin de Caroline Nolibé ». Mais les enquêteurs, entre-temps, progressent et accumulent des preuves. Les textes écrits retrouvés dans la chambre sont soumis à un graphologue. Et l'expert est catégorique, Philippe Guindouze est bien l'auteur de ces textes. Donc l'expert en graphologie a vu que son écriture était très, il avait une calligraphie très scolaire, presque enfantine, avec des lettres en forme d'essuie-glace, et que effectivement c'était bien la même personne qui avait écrit ce mot. Les gendarmes cherchent également à en savoir plus sur le couteau Epinel retrouvé dans la chambre de Guindouze. Une arme potentielle du crime avait été retrouvée et on me demandait si cette arme, à l'examen ou mensuration, était compatible avec la plaie. Mes conclusions étaient que l'arme qui m'était présentée était tout à fait compatible avec la plaie. Mais quelles que soient les preuves, reste néanmoins une question. Quel était l'état de discernement de Philippe Guindouze au moment des faits ? En clair, est-il pénalement responsable alors qu'il avait été reconnu irresponsable en 1985 dans une affaire précédente ? Il va donc y avoir une troisième expertise qui va être sollicitée, où M. Guindouze va se rendre à Lyon, et où le résultat va être à nouveau une altération de son discernement devant conduire à une application très modérée de la loi à supposer sa culpabilité établie. L'altération du discernement n'empêche pas la responsabilité pénale, même si elle est atténuée. Et le 12 janvier 2004, Philippe Guindouze comparaît devant la cour d'assises du Lot-et-Garonne. C'est un procès attendu parce que c'est une affaire qui a marqué l'opinion publique et parce que c'était une jeune fille de 18 ans, parce que le père a été injustement accusé, donc c'est un procès assez retentissant. Ce que voulait M. Nolibé, c'était surtout que la condamnation soit prononcée, que la culpabilité soit reconnue. C'était ça qui était important pour lui, pour la suite, pour faire son deuil. Je crois qu'il était important qu'il sache que c'était désormais la vérité judiciaire qui était acquise. Le père de Caroline est quand même assez isolé. Il est assis seul sur une chaise à côté des avocats. Ça a été dur parce que j'avais l'assassin en face de moi. Ça a été dur. Nous venons, nous, chercher et demander l'acquittement de Philippe Guindouze. Nous venons demander la réparation de la seconde erreur judiciaire qui est en train de se commettre. Le procès a été très dur, parce que je n'ai pas été soutenue par mes collègues. Je me suis retrouvée toute seule. Oh, excusez-moi.
La fille, je ne l'ai pas tuée. Voici ce que l'accusé a maladroitement déclaré au président de la cour d'assises, Christian Combes. Ce dernier, dans un premier interrogatoire, a tenté de plonger l'accusé dans ses souvenirs. L'homme vit en foyer et sous tutelle, et 2 des 3 experts qui l'ont examiné l'ont estimé déficient mental. Comme l'ont dit certains experts, Philippe Guindouze n'est atteint que d'une débilité légère. Certains de ses camarades de l'Institut médico-éducatif de Castille, à Clérac, sont beaucoup plus atteints que lui. Certains experts ont même dit qu'il était malin. Naïf peut-être, mais malin. Ses frères, incrédules sur sa culpabilité, sa sœur, qui dit que c'est l'enfant qui n'a pas grandi, son petit frère est l'enfant qui n'a pas grandi. La mère qui dit que, la mère de Philippe Guindouze, qui dit que son enfant n'aurait pas fait de mal à une mouche, qu'il était doux comme un agneau. Quant au principal intéressé, il a bien du mal à entrer dans les débats. On a le sentiment qu'ils ne se rend pas vraiment compte de ce qui est en train de se dire, de ce qui est en train de se dérouler et des enjeux de ce procès. Il souriait presque naïvement, il riait de certaines remarques. Pressé par les questions du président, Philippe Guindouze finit par osciller entre aveu et oubli. Il cultive une forme d'ambiguïté, c'est pas directement, il dit si c'est marqué sur le mot, c'est la vérité. Il a un positionnement d'entre-deux, quoi, entre l'aveu et entre l'aveu, un demi-aveu et la reconnaissance, mais en même temps une forme de déni, quoi. Ce qui va jouer en défaveur de Philippe Guindouze tout au long de l'instruction et au moment du procès d'assises, c'est effectivement l'agression qu'il a commise en 1985, qui est établie, qui est reconnue d'ailleurs par lui, avec un mode opératoire assez proche finalement de ce qui lui est reproché en 1991. J'ai requis une peine qui a tenu compte de la gravité des faits. Il s'agit d'un assassinat, c'est-à-dire d'un meurtre avec préméditation, mais aussi de cette personnalité particulière de M. Philippe Guindouze. Mais ce qui va le plus marquer dans les réquisitions du procureur, ce sont les excuses présentées à Claude Nolibé. Lorsque les débats ont été clos, que les parties civiles se sont exprimées, que la parole m'a été donnée pour que je prenne mes réquisitions orales. Le moment, je crois, le plus émouvant du procès, c'est quand l'avocat général, M. André Dague, qui est un grand magistrat, se lève et dit, en se tournant vers Claude Nolibé, « Monsieur Nolibé, je vous présente les excuses de la justice française. » Je lui ai dit simplement que j'espérais du fond du cœur qu'il avait fait le tour, totalement le tour du malheur. C'était indispensable pour que cet homme retrouve son honnêteté, sa dignité. De manière aussi appuyée, c'est vrai que c'était la première fois qu'un avocat général présentait ses excuses de cette façon. Ce moment était attendu par Claude Nolibé, c'est certain, mais il ne pensait pas qu'on le lui dirait de manière aussi solennelle devant les jurés, devant la cour d'assises, devant tout le monde. Le 16 janvier, le verdict tombe. 15 années de réclusion criminelle. L'accusé est resté sans ciller, quoi. Il est resté, il n'y a aucun signe sur son visage qui a trahi une quelconque émotion liée au verdict. Lorsque le verdict tombe, je suis, en ce qui me concerne, littéralement sonné. Sonné parce que, d'une part, il y a une déclaration de culpabilité, et d'autre part, parce que cette déclaration de culpabilité est assortie d'une peine extrêmement lourde, 15 ans, 15 années.
Malgré cette peine jugée lourde, les avocats de Philippe Guindouze ne font pas appel et le jugement devient définitif. C'est aussi une affaire dans laquelle on s'aperçoit les immenses vertus du doute. Il y a des gens qui n'ont pas douté. Quand on veut se rapprocher de la vérité, il faut douter. Le doute, depuis Descartes, le doute est indispensable pour faire avancer une enquête. Tout ce que j'ai vécu avec elle et ce qui est arrivé, tout ça, je ne peux pas l'oublier. Moi, je me suis beaucoup mis à la place de Claude Nolibé et de me dire si un jour je me retrouve dans une situation pareille, parce que j'ai des enfants, et je me dis, qu'est-ce qu'on fait là? C'est qu'il y a, bon, je serai marqué toute ma vie, et ça. Ah, le souvenir de Caroline, son sourire, sa joie de vivre, voilà les seuls souvenirs que j'ai de Caroline. Et c'est beaucoup. Toujours son sourire.